Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver après une semaine d'absence pour ce nouveau numéro de votre journal de référence Inside News RDC. Nous sommes le lundi 8 décembre 2025. Une date qui restera gravée dans les annales de notre histoire politique récente. Aujourd'hui, les yeux de la nation entière étaient rivés vers le palais du peuple où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est adressé aux deux chambres du Parlement réunies en congrès pour son discours sur l'état de la nation. Au sommaire de cette édition spéciale, l'état de la nation, entre diplomatie et fermeté. Le chef de l'État défend les accords de Washington, rassure sur la souveraineté nationale et annonce des réserves de change évaluées à près de 7,4 milliards de dollars. La guerre à l'Est, le paradoxe tragique. Alors que Kinshasa parle de paix, le sang coule encore. Un nouveau rapport de l'ONU révèle la présence de 7000 militaires rwandais sur notre sol, et la cité de Sange pleure 36 morts suite à un bombardement barbare. Tension politique à Kinshasa. L'opposant Jean-Marc Kabound agressé au camp Luka. Martin Fayoulou monte au créneau et exige des poursuites immédiates. Sport et jeunesse. Une lueur d'espoir venue d'Italie. L'AC Milan pose ses valises à Kinshasa pour former la future élite du football congolais et nos judokas brillent sur le toit de la francophonie. L'actualité est dense, l'heure est au décryptage sans concession. Bienvenue dans Inside News RDC. Ouvrons ce journal par l'événement majeur de ce lundi. Comme l'exige la tradition constitutionnelle, le chef de l'État a dressé le bilan de l'année 2025. Un exercice périlleux dans un contexte où l'intégrité territoriale de notre pays est menacée comme jamais auparavant. Le point d'orgue de cette allocution concernait inévitablement les récents accords signés à Washington le 4 décembre dernier sous la médiation américaine. Une partie de l'opinion publique congolaise, légitimement inquiète, redoutait des concessions inavouables. Le président Tshisekedi a tenu à être d'une clarté absolue pour dissiper tout malentendu. Le message présidentiel se veut rassurant face au scepticisme ambiant. Félix Tshisekedi a affirmé haut et fort que ces accords ne sont pas un acte de reddition. Il a déclaré, je cite, « Ces accords ne consacrent aucune forme de partage de notre souveraineté. Ils ne valident ni la prétention territoriale de qui que ce soit, ni la mise sous tutelle de nos ressources. » C'est une réponse directe aux rumeurs de balkanisation. Plus crucial encore, pour les victimes des atrocités dans l'Est, le président a garanti qu'il n'y aura aucune impunité. Il a martelé que ces documents ne sauraient être interprétés comme une amnistie déguisée pour les crimes commis contre le peuple congolais. La justice, a-t-il promis, suivra son cours avec rigueur pour honorer la mémoire des victimes. Pour le chef de l'État, il s'agit d'un levier stratégique pour une paix vérifiable, combinant l'action militaire à la pression diplomatique. Changeons de registre pour parler des finances publiques. C'est l'une des annonces fortes de ce discours, la bonne santé apparente de notre matelas financier. Dans un monde marqué par la volatilité des marchés, la RDC semble consolider ses fondamentaux macroéconomiques. Le président a annoncé que nos réserves de change s'élèvent désormais à près de 7,4 milliards de dollars américains. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour le citoyen lambda? Cela représente environ 3 mois d'importation de biens et services. C'est un indicateur clé de résilience. Dans une économie comme la nôtre, qui dépend encore largement des exportations de minerais et reste vulnérable aux chocs externes, disposer d'une telle réserve permet de soutenir le franc congolais en cas de turbulence et de rassurer nos partenaires économiques. Cependant, le président a insisté sur l'urgence de diversifier notre économie. Nous devons impérativement investir dans les secteurs productifs pour sortir de cette dépendance aux mines. C'est là tout le défi des prochaines années. Transformer ces réserves monétaires en développement concret. Enfin, sur le plan social et administratif, une annonce majeure concerne chacun de nous. L'épineux problème de l'identification nationale semble trouver une issue. Nous avons vécu trop longtemps comme des étrangers dans notre propre pays, sans papier d'identité fiable. Le chef de l'État a annoncé le lancement, dès 2026, d'un vaste programme d'identification biométrique. Le processus sera progressif. Il ciblera d'abord les citoyens déjà enrôlés, notamment les électeurs, avant de s'étendre à toute la population. Les données seront centralisées par l'ONIP pour la délivrance d'une nouvelle carte d'identité sécurisée. C'est un pas décisif vers la modernisation de notre administration et la garantie pour chaque Congolais d'exercer pleinement ses droits civiques. Si les discours à Kinshasa se veulent porteurs d'espoir, la réalité à l'est du pays reste tragique. Le contraste est saisissant, voire insupportable.
À peine l'encre des accords de Washington sèche, le terrain nous rappelle à l'ordre avec violence. Nous parlions de diplomatie à l'instant, mais qu'en est-il de la bonne foi de nos voisins? La réponse nous vient d'un nouveau rapport des experts de l'ONU publié ce dimanche 7 décembre. Les chiffres sont effrayants et confirment ce que Kinshasa n'a cessé de dénoncer. Les experts de l'ONU ont documenté la présence massive de 6 000 à 7 000 militaires rwandais combattant aux côtés des rebelles du AFC M23 sur notre sol. Il ne s'agit plus d'incidents frontaliers, mais d'une invasion caractérisée. Ces soldats des RDF, Rwanda Defense Force, participent directement au combat, exécutent des civils et brûlent systématiquement des maisons. Le rapport fait état de violations graves du droit international humanitaire, ciblant notamment des civils Hutus et orchestrant des déplacements forcés. Le président Tshisekedi, dans son discours ce lundi, a d'ailleurs confirmé ces violations. Il a révélé que dès le lendemain de la signature à Washington, le Rwanda a lancé des attaques à l'arme lourde depuis la ville de Bugarama. Cette agression a un coût humain insupportable. L'horreur a de nouveau frappé la cité de Sangé, dans le territoire d'Uvira. C'est une tragédie qui nous laisse sans voix. Dimanche 7 décembre, un bombardement d'une violence inouïe a frappé Sangé. Le bilan provisoire est lourd, 36 morts. Imaginez la scène. 31 de ces victimes ont été fauchées à l'entrée du marché, un lieu de vie, de commerce transformé en charnier. Une mère et ses 4 enfants ont été tués chez eux par un obus. À l'hôpital général de référence de Sangé, les médecins sont débordés. 25 blessés ont été admis et fait troublant, 6 militaires burundais blessés ont été immédiatement transférés vers le Burundi. Aujourd'hui, Sange est une cité fantôme. La population a fui, terrifiée par la perspective de nouvelles frappes. Le chef de cité, Fikiri Mudeda Paul, lance un cri d'alarme pour une intervention urgente. Face à cette escalade, nos forces armées ne restent pas les bras croisés. La riposte s'organise, notamment dans le territoire de Masisi. Les FARDC ont intensifié la pression ces dernières 48 heures. L'armée utilise désormais sa supériorité technologique avec des frappes de drones ciblées sur les positions de l'AFC M23. Des bombardements précis ont visé les collines de Katal, Masisi Centre et Bukombo ce lundi matin et la veille. L'objectif est clair, déloger l'ennemi qui tente de consolider ses positions malgré le cessez-le-feu théorique. Cette stratégie porte ses fruits sur certains axes. Au sud Kivu, dans le secteur Sukola 2, l'armée loyaliste a repris le contrôle des localités de Lubambe, Kishado et Shulwe ce dimanche. Un arsenal important a été saisi, dont des armes lourdes. C'est la preuve que malgré la traîtrise de l'agresseur, nos vaillants soldats tiennent bon pour défendre l'intégrité du territoire. Malheureusement, la guerre a une autre victime collatérale, l'accès aux soins. Le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, tire la sonnette d'alarme. L'accès aux blessés devient presque impossible dans les territoires d'Uvira, Walungu, Mwenga et Fizi. Bien qu'une équipe ait réussi l'exploit d'évacuer 21 blessés ce week-end sur 40 km, les humanitaires craignent que de nombreuses victimes ne meurent faute de soins, piégées par les combats. Djibril Mamadou Diallo, du CICR, dénonce l'usage d'armes explosives dans des zones densément peuplées, ce qui constitue une violation flagrante des lois de la guerre. Revenons à Kinshasa, où le climat politique s'est brusquement tendu ce week-end. La violence ne se limite pas au front de l'Est, elle s'invite parfois dans le débat démocratique. L'incident s'est produit au quartier Kanluka, dans la commune de Ngaliema. Jean-Marc Kabound, président de l'Alliance pour le changement, a été violemment agressé alors qu'il s'apprêtait à tenir un meeting. Des images choquantes circulent sur les réseaux sociaux, montrant l'opposant le visage ensanglanté, visiblement touché par des projectiles. La réaction ne s'est pas fait attendre. Martin Fayulu, leader de l'ESID, a fermement condamné cet acte sur son compte X ce lundi 8 décembre. Il déclare « Kanluka n'appartient ni à l'Union sacrée, ni à quiconque ». Il exige une enquête judiciaire immédiate, rappelant que les libertés fondamentales ne sont pas négociables. Des sources évoquent l'implication présumée d'éléments de la Force du Progrès, une structure liée à l'UDPS, bien que la police soit intervenue pour maîtriser la situation. En province, c'est la gestion des travaux publics qui fait débat. Un exemple de bonne gouvernance nous vient du Tanganyika. Le gouverneur Christian Kitungwa Muteba a tapé du poing sur la table. Il a ordonné l'arrêt immédiat des travaux de réhabilitation du boulevard Lumumba à Kalemi. La raison ? Une exécution jugée calamiteuse. 4 mois après le lancement et malgré plus de 500 000 $ décaissés, les résultats sont invisibles. Le gouverneur dénonce l'usage d'une main-d'œuvre non qualifiée pour un projet global d'1,5 million de $ et soupçonne des malversations financières. C'est un signal fort.
l'époque des chantiers bâclés et des fonds détournés doit cesser. Dans la même logique de rigueur, l'Inspection générale des finances, IGF, balaie devant sa propre porte. Pour contrôler les autres, il faut être soi-même irréprochable. L'IGF, en partenariat avec l'École nationale d'administration, ENA, a lancé vendredi dernier une évaluation des compétences de son propre personnel. L'objectif n'est pas de sanctionner, mais de placer la bonne personne à la bonne place, selon l'inspecteur général Christophe Bitassimwa. Cette démarche vise à mettre fin aux affectations de complaisance et à renforcer l'efficacité de cette institution clé dans la lutte contre la corruption. Enfin, une brève sur l'économie du quotidien. Le ministère de l'Économie nationale a lancé aujourd'hui à Kinshasa une vaste campagne de préenregistrement des acteurs de l'économie informelle. Petits commerçants, artisans, des agents identifiables vont venir à votre rencontre. Le but est de vous intégrer dans le circuit formel pour vous donner accès au crédit bancaire, à la protection sociale et à la couverture santé. N'hésitez pas à collaborer, c'est une opportunité pour sécuriser votre activité. Nous ne pouvons clore ce chapitre national sans parler de la situation à Kinshasa. La pluie de dimanche a encore révélé la fragilité de notre capitale. Le ministre des Infrastructures, John Banza, était sur le terrain hier pour constater les dégâts. Le bilan est préoccupant. Routes submergées, érosion et circulation paralysée. Point critique identifié, le pont de Montfleury à Ngaliema présente de graves fissures dues à l'arrêt des travaux. À l'avenue des Huileries et au boulevard Triomphal, des curages d'urgence et un redimensionnement du drainage ont été décidés pour évacuer les eaux vers Kasavubu. Le chef de l'État, dans son discours, a d'ailleurs qualifié l'insalubrité et les embouteillages d'insupportables, appelant à une modernisation urgente de la chaîne de traitement des déchets. Terminons ce journal sur des notes positives, car le talent congolais continue de briller. Le football congolais s'ouvre à l'expertise italienne. C'est un partenariat exceptionnel. Depuis hier dimanche, un atelier de formation se tient au Cercle libanais de Kinshasa, animé par des experts du mythique club AC Milan. 40 équipes de l'entente provinciale de football de Kinshasa, EPF Kin, bénéficient de ce savoir-faire. Selon Alain Tsepouk, président de l'EPF Kin, la RDC est pressentie pour devenir le deuxième pays africain à accueillir une véritable académie de l'AC Milan après la Côte d'Ivoire. Ce projet, né des accords signés en Italie en marge du plan Mattei, vise à former non seulement nos jeunes talents de 6 à 18 ans, mais aussi nos encadreurs techniques et administratifs. Une opportunité en or pour professionnaliser notre football à la base. Sur les pelouses nationales, le TP Mazembe reste intouchable. En Linafoot Illico Cash A, les Corbeaux ont écrasé l'US Panda hier sur le score fleuve de 6-0, consolidant leur place de leader du groupe A. En revanche, petite déception pour l'Asfi Club, tenu en échec 0-0-0 par le FC Céleste à Kinshasa. Enfin, un grand bravo à nos judokas. La RDC a remporté le championnat intercontinental des jeunes de la francophonie qui s'est clôturé samedi à Kinshasa. Avec 26 médailles, dont 11 en or, nos léopards terminent premiers au classement général, loin devant le Congo-Brazzaville et le Sénégal. Une pensée a été dédiée aux sportifs de l'Est qui vivent dans l'insécurité. C'est la fin de cette édition. Retenons l'essentiel de ce lundi 8 décembre 2025. L'État de la Nation, Félix Tshisekedi, assure que les accords de Washington ne bradent pas la souveraineté et annonce 7,4 milliards de dollars de réserves de change. Sécurité. La guerre continue malgré tout. Sange pleure 36 morts et l'ONU confirme la présence de 7000 soldats rwandais aux côtés du M23. Politique, enquête exigée après l'agression de Jean-Marc Kabound. Espoir, l'AC Milan investit dans la jeunesse congolaise. La pensée du jour, en ces temps troubles où la paix se signe sur papier mais se gagne sur le terrain, rappelons-nous cette vérité. La résilience n'est pas simplement la capacité d'endurer, mais celle de transformer l'épreuve en force motrice pour l'avenir. Sangué pleure, mais le Congo reste debout. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour décrypter la suite de ces événements. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Inside News RDC et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos enquêtes exclusives et nos reportages au cœur de la vérité. Bonne soirée chez vous, tout en reprenant la dernière parole de notre président lors de son discours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. République démocratique du Congo, lève-toi et sois éclairé, car la lumière arrive. Que vive la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous retrouve demain à la même heure.